avons un plateau qui est bien composé, pas totalement paritaire. C'est difficile de faire des plateaux paritaires quelquefois. Mais on va commencer par monsieur Laurisson. Monsieur Laurisson est ce que l'on appelle un notaire conseil du monde rural. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais vous caractériser. Monsieur Laurisson, vous êtes notaire associé depuis 2007 dans l'étude Légalis à Dijon. Vous êtes en fait un peu un touche-à-tout du notariat. Vous avez toujours été motivé pour participer aux instances professionnelles et aux formations des étudiants ou des professionnels en activité. Mais vous aimez aussi la polyvalence du métier auprès des clients urbains, mais surtout ruraux. Vos spécialités, le droit des énergies renouvelables, le droit rural. Vous êtes également président de la section rurale et environnement à l'Institut d'études juridiques au Conseil supérieur du notariat. Tout un pédigré. Récemment, vous avez même participé à un webinaire de l'AFJA sur l'agrivoltaïsme, c'était la semaine dernière. Vous n'arrêtez pas dans les webinaires de l'agrivoltaïsme. Et puis vous participez. Bonjour, monsieur Dauger. Voilà, prenez place. Nous venons juste de commencer. Et vous avez, à la demande de plusieurs députés, vous avez participé avec d'autres collègues confrères juristes à un groupe de travail sur le partage de la valeur et de la contractualisation en agrivoltaïsme. Et si je commence par M. Laurisson, c'est pour qu'il nous présente un peu un cadre général juridique de cette activité d'agrivoltaïsme. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce que tout est clair? Est-ce que c'est facile ou pas facile de se lancer dans une activité d'agrivoltaïsme? Vous avez la parole. Bonjour, merci. Alors, est-ce que tout est clair? Non. Est-ce que tout est facile? Non. Pour autant, tout espoir n'est pas perdu. Les choses avancent. Alors, comme toujours en France, la législation est toujours assez poussée, mais beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, il faut savoir que la notion d'agrivoltaïsme au sens strict, elle a bientôt 2 ans. Hein, c'était la loi Aper au point de mars 2023 qu'on a eu pour la première fois une définition de l'agrivoltaïsme. Et c'était important de poser ça parce qu'on avait déjà quelques activités qui cohabitaient entre l'exploitation d'une centrale solaire et quelques animaux dessous, mais dont on ne connaissait pas trop le cadre. Hein. On était plus sur du pastoralisme, de l'entretien, c'était le mouton tondeuse, on va dire, hein, qui existait jusque-là. Et donc la loi APER, qui est la loi donc, pour l'accélération des énergies renouvelables, a fait le choix donc, de définir cette activité d'agrivoltaïsme comme étant une activité de production d'électricité à base d'énergie solaire, mais couplée donc à une production agricole à laquelle elle va rendre des services. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que sur le site vont cohabiter 2 activités, une activité agricole et une activité de production d'énergie solaire. Mais par contre, l'activité principale reste l'activité agricole. C'est ça l'essentiel. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que la production d'électricité soit de nature à faire perdre du rendement, perdre de la qualité à l'activité agricole dessous. Donc ça, c'est un grand principe de base qui a été posé. Une fois qu'on a posé ce grand principe dans la loi, eh bien, il a fallu décliner tout ça à travers décrets, arrêtés. Il y a encore une instruction technique qui vient de sortir il y a 3 jours, là, le 18 dernier, voilà, où on décline un petit peu tout ça pour définir la façon de fonctionner. Alors en fait, la difficulté à laquelle les juristes se sont heurtés, c'est que dans les outils juridiques qui étaient à notre disposition, on était dans une situation assez compliquée avec des intérêts juridiques divergents. Je m'explique, on a d'un côté le statut juridique de l'exploitant agricole, qui est la plupart du temps un statut qu'on appelle le statut du fermage, hein, qui est le statut lié aux baux ruraux, qui est un statut extrêmement précis, défini dans le code rural, et qui pose un certain nombre de principes, parmi lesquels le fait que l'exploitant agricole va avoir une liberté pleine et entière du choix de ses cultures,
va avoir un droit au renouvellement du bail, un droit à la cession du bail dans un cadre familial, va avoir un système d'encadrement de ses loyers, et toutes ces choses-là sont d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Ça, c'est le côté qui semble légitime et qui est réclamé, je pense que ça sera redit, réclamé et à titre tout à fait justifié par les exploitants agricoles qui disent ben, nous, on a besoin de toutes ces garanties. Mais de l'autre côté, on a la loi qui nous dit si vous êtes exploitant d'une centrale, si vous êtes énergéticien, vous devez vous assurer qu'en dessous de vos panneaux va être maintenue une activité agricole, qu'elle sera suffisante et ainsi de suite. Et le problème au milieu de tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec d'un côté un exploitant agricole qui doit être libre de ses cultures et de l'autre un énergéticien qui doit avoir une pleine et entière liberté. Ben, quand on regarde ça, ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc des réflexions ont été menées. J'ai fait effectivement partie d'un groupe de travail, mais il y en a eu plusieurs. Hein, et on a encore aujourd'hui des groupes de députés et de sénateurs qui travaillent pour réfléchir sur un montage juridique qui soit satisfaisant. Alors ça fait l'objet de beaucoup de négociations entre les organisations syndicales agricoles, les organisations professionnelles des énergéticiens. Et il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre, sachant que dans le même temps, et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il va falloir obtenir pour les énergéticiens les autorisations pour implanter les centrales et les raccorder. Et pour obtenir ces autorisations, il va falloir pouvoir démontrer qu'on dispose d'un système juridique qui fonctionne. Et face à cela, la plupart des services instructeurs, ben, aujourd'hui, sont les deux pieds sur le frein parce qu'ils n'ont pas les bonnes consignes. Ils ne sont pas certains que les modèles envisagés soient les bons. Aujourd'hui, il va véritablement falloir trouver une solution, sinon c'est une filière qui va se retrouver face à un mur. Hein. On a des milliers d'hectares qui sont sous avant-projet au moins, et avec effectivement un statut juridique encore incertain, encore à confirmer. Alors, il y a une proposition de loi qui a été déposée il n'y a pas très longtemps, qui essaye de faire une forme de synthèse. Elle ne satisfait pas encore forcément tout le monde, mais on l'attend un petit peu avec impatience, parce que sans ça, il risque d'être difficile de véritablement faire aboutir les opérations. Alors, j'allais dire, nous, en tant que notaires, on a des outils juridiques, on a des idées, on les a publiées, mais elles ne satisfont pas nécessairement les pouvoirs publics et certaines organisations syndicales et professionnelles. Donc la situation est plutôt encore tendue et encore un peu incertaine. Mais à ce jour, est-ce qu'on peut estimer que le partage de la valeur entre l'agriculteur exploitant, le propriétaire, l'opérateur, l'énergéticien, tout ceci sur les quelques milliers d'hectares de démonstration, c'est quand même quelque chose qui est clair entre eux? Alors, j'allais dire, c'est, je pense, plus clair entre les parties concernées que dans le regard des pouvoirs publics. C'est-à-dire que dans ce que je constate dans les dossiers que je vois passer où les opérateurs et les agriculteurs ont discuté, la plupart du temps en direct, on se rend compte que finalement l'équilibre se fait assez facilement parce que quelque part, c'est l'esprit même de la loi. L'énergéticien ne peut pas travailler sans l'exploitant agricole, qui lui-même ne verra pas le projet se développer s'il n'y a pas un producteur d'ENR qui soit son partenaire. Donc en réalité, ces gens-là ont tous trouvé des solutions, alors qui les satisfont dans l'immense majorité des cas. Les gens ne voient pas de difficultés majeures à leur situation, ils arrivent à s'entendre, mais on n'arrive pas à obtenir finalement les autorisations finales qui vont permettre au projet de sortir. Alors, évidemment, on peut toujours se poser la question, qui est le plus fort, qui va imposer sa vue sur le mode de contrat à l'autre, etc. Chacun a des intérêts un petit peu divergents. Mais j'allais dire, moi, dans les contrats tels que je les ai analysés, la plupart étaient sur ce schéma-là, hein, c'est-à-dire que l'idée était que le propriétaire du foncier met en place un bail amphithéotique au profit de l'énergéticien, bail amphithéotique qui permet à l'énergéticien de disposer d'une sorte de propriété temporaire sur le site. Et cette propriété temporaire lui permet d'exploiter les panneaux et de louer le dessous des panneaux à l'exploitant. Alors je dis de louer, et c'est là où il y a un grand débat. La plupart du temps, on ne repasse pas par un bail rural, mais plutôt par un prêt à usage qui présente l'avantage de ne pas imposer le versement d'un loyer par l'exploitant agricole à l'énergéticien, qui n'en attend pas spécifiquement, mais ça veut dire que l'exploitant n'a pas à verser de fermage sur la superficie exploitée, ce qui est quand même une bonne chose.
Le prêt à usage, lui, peut être pris pour la durée entière du projet, qui peut aller jusqu'à 40 ans. Donc on peut d'emblée dire à l'exploitant agricole, pour les 40 prochaines années, vous disposez du droit d'exploiter. Alors évidemment, la contrainte souvent, c'est que dans le prêt à usage, on attend de l'exploitant qu'il exploite réellement la parcelle. Et si ce n'était pas le cas, généralement, on a des clauses justement de sortie qui inquiètent potentiellement un petit peu les exploitants agricoles. Moi, j'allais dire qu'il n'y a pas une crainte majeure à avoir, parce que si à un moment donné, il n'y a plus d'exploitation agricole dessous, l'énergéticien perdra le statut d'agrivoltaïsme, et dans ce cas-là, la sanction, c'est le démantèlement du site. Donc l'énergéticien n'a absolument pas intérêt à ne plus avoir d'exploitant. Par contre, son intérêt, c'est d'avoir un exploitant qui va pouvoir réaliser l'installation et l'exploitation dans des conditions qui soient compatibles avec la présence des panneaux, qui va préserver la sécurité des panneaux, mais également la sécurité des animaux et des personnes. Mais finalement, ce prêt à usage, c'est la mort du projet de bail rural avec une clause agrivoltaïsme, ou est-ce que c'est compatible? Non, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on cherche un modèle unique. C'est un peu des fois le problème, quelque part, un peu de la législation française qui veut s'imposer de la même façon partout. En soi, l'un n'exclurait pas l'autre. Il y a plein de choses qui sont possibles. On avait même poussé des réflexions, ce qu'on appelle des droits réels de jouissance spéciaux, qui sont des techniques juridiques un petit peu plus poussées, mais qui étaient peut-être plus compatibles avec les projets. Le bail rural, il a une forte portée symbolique chez les exploitants, parce que c'était un grand acquis du monde agricole et du syndicalisme agricole, donc c'est normal qu'il s'y accroche. Mais pour moi, ce n'est pas la mort de l'un ou la mort de l'autre. Idéalement, on aimerait, nous, en tant que juristes, avoir une forme de liberté, et puis de dire, au cas par cas, en fonction des situations, en fonction des souhaits, des situations particulières, on devrait pouvoir s'adapter. On ne s'oriente pas tellement vers ça. La réalité, c'est que vraisemblablement, de ce qui semble sortir en consensus aujourd'hui, c'est qu'on irait non pas sur un prêt à usage, mais bien sur plutôt une sorte de bail rural agrivoltaïque, c'est-à-dire un bail rural spécifique dans lequel on autoriserait des dérogations aux éléments essentiels, à certains éléments du statut du fermage qui sont incompatibles avec l'exploitation. Merci. On va passer la parole à Monsieur Dauger. Merci de vous être libéré malgré votre agenda chargé sur le Salon de l'Agriculture. Monsieur Dauger, pour le présenter, c'est un agriculteur dans l'Aisne, au nord de Reims, depuis 1994, 218 hectares, dans les grandes cultures, oléoprotéagineux, luzerne, céréales, betteraves. Mais on peut dire que Monsieur Dauger est un agriculteur engagé. Je ne vais pas faire la liste de toutes vos responsabilités, elles sont nombreuses, mais elles sont variées et elles touchent généralement les questions énergétiques, mais c'est au titre de président de France Agrivoltaïsme que vous êtes ici, en tant que représentant du Collège Agriculture, parce que France Agrivoltaïsme est une sorte de, on va dire, interprofession. Enfin bref, vous allez le caractériser vous-même. Cette association qui est créée récemment en 2021. Première question peut-être à vous, Monsieur Dauger. France Agrivoltaïsme regroupe donc l'ensemble des acteurs de la filière. Quelle analyse faites-vous du cadre juridique actuel, certes peut-être contraignant, mais encore pas totalement définitivement, de l'activité agrivoltaïsme? Quelle analyse faites-vous de cet environnement juridique défini à date? Déjà, excusez-moi de mon petit retard, mais j'étais avec Pascal Lecamp pour tout vous dire. Donc, vous êtes tout excusé. Sur un sujet proche. Oui, alors je suis co-président de France Agrivoltaïsme, je voulais le dire aussi. Excusez-moi. Parce que c'est une association qui regroupe la filière agrivoltaïste du monde agricole, c'est-à-dire ceux qui ont les terrains, au monde énergétique. Et donc il y a deux co-présidents, un issu du monde agricole et un issu du monde énergétique, pour qu'il y ait un vrai équilibre. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, sortir gagnant-gagnant et d'arriver à développer cette filière auquel les deux parties croient beaucoup. Mais il faut, voilà. Et c'est là que justement, à toute nouvelle filière, il faut adapter le droit, il faut adapter beaucoup de choses. C'est quelque chose de nouveau. Au lieu d'avoir un contrat entre deux personnes, tel le bail rural, on a un contrat entre trois personnes ou trois entités juridiques. Donc ça change les choses. Et c'est vrai qu'il faut construire un peu les choses. Sans doute un bail amphithéotique entre le propriétaire. Bon, il peut y avoir des projets où l'agriculteur est propriétaire. Là, on a solutionné tous les sujets. Il y a une partie de la solution. Parce qu'il y a quand même 30% des terres qui sont exploitées par les propriétaires. Donc pour cela, voilà.
Mais c'est bien de le faire aussi sur des lieux où c'est des fermiers, parce que c'est important. Et du coup, voilà. Et le côté, si on défend le côté bail rural à clause agrivoltaïque, comme il y en a un à clause environnementale d'ailleurs, c'est justement pour garder cette force, je dirais, du bail rural. C'est pas tellement, pour le fermier, c'est pas tellement que, on pourrait peut-être trouver autre chose, c'est que on arrive dans une filière où il y a un équilibre qui doit se faire. Non, non, mais pardon, ouais, où il y a un équilibre qui doit se faire entre le monde de l'énergie et le monde de l'agriculture. J'ai beaucoup de respect pour le monde de l'énergie, je le connais assez bien aujourd'hui, donc c'est pas du tout, mais c'est deux mondes qui sont pas du tout de la même taille ou de la même puissance financière ou de la même vision. Les rentabilités ne sont pas du tout les mêmes, l'approche n'est pas du tout la même à l'origine, c'est voilà, c'est l'histoire. Et du coup, il y a un petit peu un déséquilibre de départ il faut éviter. On voit certains développeurs qui commencent à vouloir acquérir des terres pour faire les projets eux-mêmes. On voit. Et du coup, la peur, c'est que le fermier ne soit pas suffisamment protégé par rapport à, voilà, un développeur qui voudrait éventuellement le pousser pour remplacer ou remettre un salarié ou je ne sais pas quoi. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que le fermier soit vraiment dans une situation et d'ailleurs dans les clauses, qu'on enlève les clauses dont vous parliez du bail rural qui dit que le fermier est libre des cultures qu'il veut faire. Dans ce bail à clause agrivoltaïque, il y a le principe de dire qu'il doit respecter les obligations, qu'il doit respecter les obligations du projet agrivoltaïque. Ça, c'est important parce que autant le développeur est obligé d'assurer la production alimentaire, autant l'agriculteur doit aussi faire en sorte de ne pas empiéter, je dirais, ou de ne pas mettre des cailloux dans les chaussures du développeur pour faire ce... Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et voilà, c'est important juridiquement cet équilibre parce que c'est vrai qu'il y a des accords qui se font. Mais les accords, le jour où ça commence à mal tourner, c'est quelquefois ça suffit pas, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut ce genre de choses. Mais vous représentez dans cette association donc le collège des agriculteurs grande culture que vous êtes, mais aussi les éleveurs, toutes les formes d'agriculteurs. Dans cette association de la filière, pour ceux qui vous écoutent, qui sont les agriculteurs qui s'intéressent à des projets agrivoltaïsme, vers quel type d'installation vous pensez que cette filière s'orientera ou doit s'orienter? Vers quel type d'installation d'agrivoltaïsme? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous leur donnez des conseils? Ou est-ce que finalement, on peut faire des installations de toutes sortes et de tout type? Alors, il y a plusieurs choses dans le... Déjà, on peut faire des installations, on le remarque, et bon, c'est nouveau. Donc, on découvre aussi, la technologie évolue beaucoup, et on remarque qu'on peut faire des projets sur quasiment toutes les productions agricoles, tous les types de production, tous les systèmes de production, avec des choses intéressantes, même en gestion de l'eau, en récupération de l'eau. Voilà, il y a vraiment des choses. Donc ça, c'est la première chose. On peut penser à développer. La deuxième chose, quand même, que je mets toujours en avant, on parle de 50 à 60 000 hectares à terme, 2035-2040, sur 27 millions d'hectares en France, c'est 0,2-0,3% de la surface française. Donc ça ne sera pas des panneaux partout, comme certains disent, c'est catastrophique, ça va être des panneaux dans toute la campagne, un. Et deuxièmement, ça ne sera pas l'Eldorado pour toute l'agriculture. Pour ça qu'il faut un certain partage de la valeur, ou en tout cas une certaine... d'essayer d'avoir des projets qui ont une efficience de production d'énergie, mais qui ne soient pas non plus des projets trop importants pour permettre à plus d'agriculteurs de pouvoir bénéficier. Mais ça, il faut bien avoir ce chiffre, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un emballement, je dirais, autour de l'agrivoltaïsme. Il y a un nombre de projets mirobolants, mais tous n'arriveront pas à terme, pour différentes raisons, économiques, techniques, branchements, voilà. Et donc voilà, il faut bien... Mais il y a la possibilité, quelle que soit la région, quelle que soit la production, de se poser la question d'un projet agrivoltaïque. Ça engage quand même l'agriculteur, hein, parce que c'est un changement sur son exploitation, c'est accepter les panneaux, même s'il doit produire autant qu'avant, c'est des contraintes différentes, donc c'est une adaptation, c'est très intéressant parce que c'est très novateur, mais voilà, il faut bien l'avoir en tête. Mais ces projets agrivoltaïstes sont des projets, comme l'a dit M. L'Horizon, de long terme. On parle d'installations sur 30 ans, 40 ans, avec des engagements potentiels importants, comme celui du démantèlement des installations à l'issue de la période. Les agriculteurs sont-ils habitués à envisager des engagements sur de telles durées? Est-ce que pour eux, c'est un changement global de réflexion ou finalement, ça n'est ni plus ni moins qu'une adaptation à un nouveau type de production? Si vous dites un agriculteur, est-ce qu'il est d'accord pour avoir un prix garanti pendant 25, 30 ou 40 ans? Je pense que, comme on ne sait même pas à quel prix on va vendre dans une semaine ce qu'on produit, mais même le banquier.
Même le banquier, quand il y a un projet, il voit le business model, il sait qu'il y a une linéarité voilà, et ça garantit une partie de l'exploitation en termes de durabilité. Donc il faut bien avoir en tête. Après, il y a un certain nombre de questions qui se posent, qui sont dans la loi, qui doivent être dans les contrats. C'est bien sûr la fin, c'est la remise en état. C'est un certain nombre de choses. Là, il y a eu la note d'instruction qui est enfin sortie la semaine dernière. Ça fait, oui. On est au jour le jour, oui, tout à fait. 8 mois de retard, mais elle est sortie. Sur la partie démantèlement et tout ça, c'est pas parfait. Déjà parce que la somme qui est mise de côté n'est sans doute pas suffisante. Et deuxièmement parce que dans la note d'instruction, c'est au propriétaire de remettre en état et pas au développeur. Et ça, on va remonter au créneau parce que ça, c'est un élément qui pour nous est essentiel. Alors je dis pas que le développeur, ça doit être un travail commun des deux, mais il ne faut pas que le développeur, surtout que quand même, et c'est pareil, dans l'agriculture, il y a souvent une grande stabilité. Souvent, les jeunes qui s'installent, ils restent jusqu'à la fin. Souvent, c'est en cadre familial, mais il y a une stabilité. Chez les développeurs, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Les boîtes se revendent dans tous les sens, ce qui fait que celui avec qui vous avez signé, 2 ans après, il n'est plus forcément là, et 40 ans après, c'est sûr qu'il n'est plus là. Donc ça veut dire qu'il faut bien blinder les choses, et ça fait partie des éléments encore aujourd'hui, alors éventuellement aussi dans la loi de Pascal Lecamp, mais en tout cas dans les documents de l'État, de faire en sorte que le développeur soit tenu véritablement de la remise en état. Ou du prolongement en changeant les panneaux, parce qu'on peut faire une deuxième étape si on veut. On sent bien que c'est une filière qui est en construction. Dans cette association France Agrivoltaïsme, vous expliquez que vous avez plusieurs collèges, celui des énergéticiens, celui des agriculteurs. Donc j'imagine que vous discutez dans cette association. C'est facile, les discussions, c'est consensuel, vous arrivez à trouver des accords communs dans le cadre d'une association qui regroupe les différents acteurs ? C'est animé. Je ne vais pas vous le cacher, mais c'est animé avec une volonté de se dire qu'il faut qu'on réussisse ce développement de cette filière. Réussir, ça veut dire bien sûr développer, mais réussir, c'est tout aussi les questions d'acceptabilité, les questions de durabilité, les questions de bien démontrer qu'on n'attaque pas la production agricole. Donc il y a des enjeux véritablement autres que financiers, bien sûr, il y a l'envie de développer, avec des gens, surtout dans le monde de l'agrivoltaïsme au niveau électrique. On a beaucoup d'innovations, donc des startups, des nouvelles boîtes, des essais. On est dans un monde qui en plus bouge beaucoup plus vite que le rythme de l'administration ou du Parlement aujourd'hui. Donc il y a des décalages dans tous les sens. Il y a des incompréhensions aussi. Donc voilà. Mais le gros avantage de ces associations, je suis aussi coprésident de France Gaz Renouvelable. Pour la même raison. Je n'ai pas voulu le dire, mais voilà, vous êtes aussi dans la... Mais c'est le principe qu'on a de dire il faut qu'on résolve nos problèmes, nos différences, nos points de vue et d'arriver à un point de vue commun dans l'intérêt de la filière avant d'aller discuter avec l'État ou les politiques. Il y a toute une partie de défrichage, je dirais, à faire. Et voilà, jusqu'à présent, ça permet quand même d'avancer, mais dans tous les sens, d'éviter des dérapages qui peuvent être du côté agricole ou du côté énergéticien sur le sujet. Merci. On va passer la parole à Pierre Colson, donc, qui est le directeur de la FFPA. Pierre est titulaire d'un master en affaires publiques et environnementales. Pierre a exercé plusieurs fonctions de direction dans les collectivités territoriales. Donc, les territoires, les Comcom, les communautés, les villes, il connaît bien. Et il est le tout récent délégué général de la Fédération française des producteurs d'agrivoltaïsme. Mais quelle différence avec France Agrivoltaïsme ? Alors, je pense que c'est avant tout des organisations qui souhaitent représenter la filière. Nous, on regroupe des agriculteurs, des énergéticiens. On a un bureau qui est essentiellement composé d'agriculteurs, ce qui permet véritablement de porter encore un peu plus loin leurs enjeux au cœur de cette filière. Dans le cadre de cette réglementation, en fait, avez-vous aussi un modèle d'agrivoltaïsme que vous promouvez ? Est-ce que ce sont plutôt des projets de petite taille, de grande taille, des projets d'ombrières pour l'élevage, pour les cultures, en vigne ou en arbo pour les cultures pérennes, ou encore des projets individuels ou collectifs ? Est-ce que, en fait, comme vous représentez les producteurs et principalement agriculteurs d'agrivoltaïsme, avez-vous des préconisations à donner à des agriculteurs de terrain de base qui se disent moi je veux réfléchir à un projet agrivoltaïsme mais j'y comprends rien? En fait, je pense qu'il faut revenir sur quelque chose d'assez essentiel, c'est que appeler un agrivoltaïsme vertueux, ce n'est pas un simple adage pour la FFPA.
L'idée, je pense que c'est avant tout une chance additionnelle qui est donnée à l'agriculture, une capacité supplémentaire donnée aux agriculteurs, en tout cas pour vivre sereinement de leur travail. Cette chance additionnelle, elle demeure encore avec un cadre qui demeure à parfaire, je pense. On a évoqué la question du partage de la valeur, de la contractualisation. La proposition de loi du député Lecamp, il est nécessaire, je pense, de l'affiner, comme disait M. Dauger, et voire de l'améliorer. Donc l'idée sous-jacente aujourd'hui, elle est de consolider le cadre qui existe. Pour autant, je pense qu'il n'existe pas un agrivoltaïsme en tant que tel, mais bien plusieurs, à l'image de l'agriculture finalement aujourd'hui. Donc finalement, je pense que parler de taille est complexe et pas le plus adéquat. La bonne taille d'un projet, c'est avant tout celle qui sert à l'agriculteur et à l'agricultrice. Donc, pour répondre à votre question, je pense que l'agrivoltaïsme doit s'adapter avant tout au projet agricole. Donc d'abord agriculteur et après énergéticien, si j'ai bien compris. Mais ça, c'est le leitmotiv de tout le monde. L'un ne va pas sans l'autre. Un agriculteur qui vient vous voir et qui réfléchit à un projet, quel conseil concret opérationnel vous lui donnez? Alors, je pense que ça s'effectue un peu sous trois aspects. Le premier, ça serait, je pense, de trouver l'adéquation entre le projet et le développeur. Un développeur avec qui on est à l'aise, un développeur qui peut prendre le temps d'écouter, le temps de conseiller aussi. Le deuxième point, je pense, et je rebondirai sur les propos de Maître Laurisson, c'est de pouvoir prendre très vite attache avec des structures qui sont capables de décrypter, d'affiner, notamment les questions juridiques qui sont très complexes dans ces projets-là. Et enfin, je pense que envisager l'agrivoltaïsme, c'est aussi envisager l'avenir. Donc il faut s'y prendre très en amont sur des phases de développement de projets qui peuvent être très très longs. Alors donc il faut là aussi demander du conseil juridique avant de se lancer dans un projet agrivoltaïsme. Alors ça devient l'affaire des notaires et des conseils juridiques, là. Ah, on a toujours besoin d'eux, ça c'est certain. Et ça c'est certain. Et surtout sur des projets qui sont toujours aussi complexes et dont le cadre est encore, je pense, affiné. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières pour un agriculteur pour envisager un projet, ou bien des zones nord-sud? Finalement, au nord de la Loire, c'est rentable. Est-ce que ce n'est qu'au sud de la Loire? Est-ce qu'il faut des grandes cultures, des productions animales? J'entends beaucoup parler des ovins. On met beaucoup d'ovins sous les panneaux. En fait, on a une multitude d'informations qui, à mon avis, perdent un peu l'agriculteur lorsqu'il réfléchit à un projet. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas voir nécessairement cette question de conditions favorables. L'agrivoltaïsme, c'est un adjuvant au projet agricole. Et en ce sens, je pense notamment il prend sens finalement quand il vient en aide à la fois à la parcelle et à la fois à l'agriculteur. Donc, en ce sens, je pense à des terres qui peuvent être, qui demandent une reconversion, à une situation financière qui peut être délicate. Voilà, c'est là où un projet d'installation, même, c'est là où je pense que l'agrivoltaïsme a une part à jouer. Mais en clair, un agriculteur aujourd'hui, quand j'entends tout le monde, il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Il y a un cadre juridique dont Alizée aura un avis différent, puisqu'elle m'a dit des choses plus précises sur ce cadre juridique tout à l'heure. Mais il faut qu'il attende encore que tout se clarifie, qu'il y ait un peu moins des généticiens, qu'il y ait un cadre juridique clair, ou est-ce qu'il faut qu'il y aille maintenant et qu'il engage encore un projet rapidement? Il faut qu'il attende ou il faut qu'il se lance? Alors, encore une fois, l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Et comme tous, pour préparer l'avenir, il faut l'envisager, je pense, dès maintenant. La grande majorité des projets se font aujourd'hui dans le cadre des appels d'offres de la CRU. On sait que cette capacité, elle est difficilement extensible aujourd'hui. La loi APER, elle a permis un cadre. Ce cadre était nécessaire pour de nombreux acteurs pour pouvoir entamer des projets de manière pérenne. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est trompeur de dire qu'il y aura de la place pour tout le monde. Il est trompeur dans le sens où, quand on entame ces démarches, on se rend compte que pour la plupart des acteurs, on a des problématiques de raccordement au réseau. Donc finalement, on tombe très vite sur ces freins-là. Pour autant, il faut pouvoir prendre, je pense, le temps de construire son projet, garantissant aussi la viabilité agricole en priorité.
Donc cette démarche, elle est longue, parfois trop longue, mais pour autant, il faut, je pense, l'entamer et la réfléchir le plus tôt possible. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut se lancer et monter des projets. Il faut anticiper, voilà, c'est ça, tout à fait. Il faut anticiper, me dit Monsieur Leger. Bon, on va passer la parole à Alizé Loiseau, pardon. Alizé Loiseau, vous êtes ingénieur d'AgroParisTech et en fait, vous avez fait toute votre carrière dans le groupe InVivo dans le domaine des études de sol et depuis 6 années dans l'agrivoltaïsme. C'est dire dans une filière qui est jeune, récente, votre expérience dans le domaine. Vous êtes devenu responsable du service d'une dizaine d'experts. AgroSolutions est donc un cabinet d'expertise indépendant jouant le rôle de conseil dans les projets d'agri-PV en France. Vous ne travaillez pas à l'étranger, a priori? On a déjà travaillé dans les dom-toms, qui font bien sûr partie de la France. Mais en zone exotique, voilà. on a déjà travaillé. Et votre équipe travaille très concrètement sur des projets dont vous avez une vision très pragmatique, de terrain. Dans l'échange qu'on a eu ensemble, j'ai compris que vous aviez une vision de l'environnement juridique qui n'était pas aussi imprécis, mais qui était clair, mais contraignant. Ce sont les termes que vous avez utilisés. Donc j'aimerais que vous expliquiez un peu votre vision du cadre juridique, qui, pour certains, n'est pas totalement finalisé, et pour d'autres, est, comme vous, est finalement assez clair, mais qu'il est très contraignant. Oui, voilà, aujourd'hui, on a quand même eu une loi APER, un décret, un arrêté. Il y a peut-être quelques petites zones de flou, mais sur la définition réelle de ce que c'est l'agrivoltaïsme, la loi, l'arrêté, le décret, ils sont quand même très très clairs. Et ce qui est surtout contraignant, et ce que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, nous on nous dit souvent, oui, mais 40% de taux de couverture, c'est pas compatible avec les cultures, c'est trop élevé. Ou alors au contraire, non, mais on a le droit à 40, donc on met 39,9. En fait, ce que tout le monde oublie, c'est en général maximum 40% et maintien de 90% du rendement. Et en fait, c'est ça le critère principal. C'est celui-là le critère contraignant. Le taux de couverture, il sera différent en fonction des zones climatiques. On n'a pas le même ensoleillement, on n'a pas les mêmes besoins sur les cultures. Le 40, c'est une limite maximale. C'est pas du tout... la loi ne dit pas du tout, allez-y jusqu'à 40%, il n'y a aucun problème. Non, la loi dit maximum 40% pour les projets de plus de 10 MW crête et vous devez maintenir 90% du rendement sur les productions végétales, y compris la biomasse fourragère. C'est ça qui est dur à respecter. Et en fait, le critère clé, c'est surtout celui-là. Mais pour le mesurer, ça suppose qu'il y ait une parcelle test pour comparer ce qui se passe sous une installation agrivoltaïsme et à côté sans installation. C'est ça. Sinon, on ne mesure pas les 90%. Ce qui pose problème aujourd'hui principalement, c'est comment on dimensionne les systèmes parce qu'on n'a pas énormément de retours d'expérience. Donc comment on garantit qu'on va réussir à maintenir ce 90% de rendement. Donc il y a plusieurs solutions qui existent. La première, c'est de prendre un principe de précaution. C'est-à-dire que dans la plupart des zones climatiques, notamment tout ce qui va être moitié nord de la France, pour tout ce qui est production, nous on va très fortement conseiller tout ce qui est technologie mobile. C'est-à-dire, si on s'aperçoit qu'il y a un impact négatif sur les rendements avec un suivi du soleil et grâce aux panneaux, on aura la possibilité de modifier l'algorithme pour favoriser l'ensoleillement sur la plante ou la prairie et réussir à maintenir les rendements. Ça, pour nous, ça revient à un principe de précaution. À partir du moment où on n'a pas suffisamment de données, on doit s'adapter à minima au matériel, aux contraintes de production et offrir une possibilité de correction. Dans certaines zones sud, notamment sur les prairies, sur les terres où il fait très chaud, il y a peu de profondeur de sol, des panneaux au sol, on voit que ça marche sur de la production de fourrage, mais ce ne sera pas vrai partout non plus. On n'est pas du tout dans le même contexte. Si on est au pied des Pyrénées avec une pluviométrie assez importante sur l'année par rapport au bassin méditerranéen, on n'est pas du tout les mêmes conditions. Donc pour nous, aujourd'hui, le contexte réglementaire, il est clair. Par contre, maintenir les 90% de rendement, c'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, ça implique des adaptations et de mettre en fait des technologies qui vont pouvoir être modulables. Il va falloir pouvoir moduler le système pour s'adapter. Finalement, l'agriculture, ça change aussi en fonction des filières, des prix, des débouchés. L'agriculteur, il change ses cultures. Il faut un système où il puisse faire évoluer sa production de manière générale. Après, on a quelques zones où effectivement,
au vu des contextes et que c'est des prairies permanentes, ça va rester tel quel, mais il y a d'autres zones, il faut pouvoir laisser la possibilité de changer. Vous m'expliquez, quand on a préparé cette table ronde, que finalement, il existait même un certain engouement de tous les projets en cours. Et que la question, est-ce qu'il faut partir maintenant ou est-ce qu'il faut attendre, finalement, il y a un ensemble de projets en instruction, en études, en analyse, qui vont même au-delà des objectifs de production théoriques envisagés. Bref. Mais comment expliquez-vous finalement que dans un contexte d'une filière qui est encore à construire, un cadre juridique contraignant, eh bien, il y ait autant de projets qui se soient mis en œuvre? Parce qu'en fait, on a un petit peu deux choses. C'est que ce qu'on oublie des fois, c'est que dans les objectifs de la production énergétique, enfin de la PPE, c'est de l'énergie photovoltaïque dont on parle. On ne parle pas d'agrivoltaïsme ou d'autres productions. On parle qu'est-ce qu'on va produire en énergie grâce au soleil et à la lumière. Et il y a des objectifs là-dessus. Et en fait, on oublie aussi qu'il y a eu plein de contraintes pour les bâtiments industriels, les parkings qui vont devoir être recouverts de panneaux, et qu'en fait, il y a toute une ressource qui s'est retrouvée à disposition parce qu'en fait, ils vont avoir des obligations sur ces zones-là et elles sont en plein développement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2028, l'objectif, c'était 44 gigawatts crête raccordés. Aujourd'hui, on a 23 gigawatts crête raccordés, mais il y a 25 gigawatts crête autorisés en attente de raccordement. Donc en fait, si on fait la somme des deux, on est déjà à l'objectif de 2028, sachant qu'on raccorde en ce moment à peu près 4 à 5 gigawatts crête par an. Après, il y a l'objectif à 2050, bien sûr, mais aujourd'hui, on a énormément de projets dans le pipe. Il y en a peut-être certains dans ceux qui sont en attente de raccordement qui ne vont pas se faire parce que les délais sont trop longs ou le coût trop cher, mais on a quand même énormément de projets déjà autorisés, en tout cas dans la ligne des objectifs de 2028. Après, bien sûr, il y aura des objectifs à 2035, 2040, 2050. Donc, il reste de la place, mais il n'y aura pas de la place non plus pour tout le monde. Et on a aussi tendance à oublier que, ou certains acteurs ont tendance à oublier que la ressource solaire n'est pas la même partout. Et que en fait, tous les projets ne peuvent pas être rentables partout non plus, ne serait-ce que là-dessus. On a des inégalités territoriales au niveau agricole, c'est vrai aussi au niveau solaire. Et là, il faut réussir à combiner les deux, et c'est pas forcément évident. Donc oui, on a plein de projets qui se montent. Nous, dans les projets qu'on a, pour certains, on arrive à des phases de développement aussi où les projets ont été commencés avant que la loi sur l'agri-PV passe, puisqu'il y a beaucoup de décalage. Et en fait, là, ils sont soumis à la loi sur l'agrivoltaïsme. Et si on recommence à regarder dans les détails, là, il y en a plein qui doivent être réadaptés voilà. Et ou qui ne, en tout cas, qui ne passeront pas tel en l'état, qui devront être réétudiés ou remis en conformité avec la réglementation qui est venue entre-temps. Mais finalement, vous donnez quand même espoir aux agriculteurs de dire il y a encore de la place, on peut encore déposer des projets, ou finalement, ce sera peine perdue? Non, il y a encore de la place, mais après, ce qui est sûr, c'est que si dans les départements, il va arriver 200 projets, ils vont faire du choix sur la qualité. Il y a une quantité limite quand même qui va être accordée, où en fait, on va arriver sinon sur un déséquilibre énergétique tant qu'on n'arrive pas à stocker suffisamment. Donc en fait, la ressource n'est pas illimitée. Donc oui, il va y avoir des limites. Après, c'est la différence entre faire un projet, entre guillemets, à la va-vite, pas très bien justifié, et un dossier bien monté, où on voit qu'il y a eu de la concertation sur le territoire, avec la commune, avec les habitants, sur les parties paysagères, environnementales. En fait, c'est tout un écosystème. Il n'y a pas que l'agriculteur et l'énergéticien dans le projet. C'est des projets de territoire, et il nous faut tous les acteurs. Monsieur Deger, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais pour compléter, c'est acceptabilité, rentabilité, c'est les deux points essentiels. Rentabilité, ça veut dire que oui, à court terme, par rapport aux objectifs de la PPE, on a déjà quasiment tout dans les tuyaux, et ça va poser problème. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on aura besoin de plus d'électricité quand même demain. La problématique d'aujourd'hui, et qui fait, pas freiner, mais qui fait prendre des précautions de la part du gouvernement, c'est que la consommation d'électricité n'augmente pas, alors qu'elle était prévue qu'elle augmente, et que l'électricité ne se stockant pas, s'il y a un décalage entre production et consommation, ça crée un problème, et que en dehors des contrats, c'est le marché libre, et le marché, il est souvent à zéro. Enfin, il est de plus en plus à zéro parce qu'il y a trop de production par rapport à la consommation. Par contre, à terme, l'objectif, c'est véritablement d'avoir des projets qui arrivent à un prix d'électricité qui rentre dans le marché. C'est très important parce que quand ça va se développer, le discours du président de la République sur l'intelligence artificielle, c'est une demande
d'électricité gigantesques. Si l'agrivoltaïsme arrive à être dans des prix compétitifs, pas par rapport au nucléaire d'aujourd'hui qui de toute façon est plus bas, mais par rapport aux EPR qui, selon la Cour des comptes, tournent autour de 140 ou 150 euros, ça veut dire qu'il y aura de la place dans les territoires pour faire du développement pour des entreprises du territoire en contrat direct. Mais pour ça, il faut être compétitif. Il faut des business models qui, en termes de production d'électricité, soient suffisamment compétitifs. Donc, ni trop petits pour éviter de ne pas être compétitif, mais quand même ni trop gros en termes d'acceptabilité. C'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver, c'est l'efficience des projets, faire des projets qui soient rentables, mais après, une fois qu'ils sont rentables, on n'est pas obligé de faire des trop grands projets parce qu'on a un problème d'acceptabilité sociétale qui va arriver, et si on bloque comme on bloque pour les éoliennes, on va avoir beaucoup de mal à beaucoup de problèmes. Je reviens à Madame Loiseau. En fait, un agriculteur qui vient vous voir, parce que vous êtes un cabinet conseil de terrain, il vient vous voir et il vous dit, voilà, je voudrais réfléchir avec vous à un projet d'agrivoltaïsme. Comment vous travaillez avec lui? Quels conseils vous lui donnez? Comment ça se passe? Nous, déjà, c'est faire un entretien avec lui, voir comment fonctionne son exploitation, qu'est-ce qu'il produit, quelles sont ses contraintes au niveau agricole, au niveau problématique climatique, au niveau problématique économique aussi, et tout ce qu'il possède en termes de matériel, et à quel point son matériel est récent aussi ou pas, si jamais il faut le remplacer avec les systèmes. Donc déjà, c'est faire ce bilan-là, voir est-ce qu'un projet agrivoltaïque, au vu de ses contraintes de production, ça peut être pertinent. Honnêtement, si aujourd'hui vous faites 95 quintaux par hectare de blé, vous n'avez pas de problématique. Enfin, vous en avez, mais au niveau rendement agricole, et c'est là-dessus que le panneau va impacter, vous n'en avez pas et risque d'avoir un effet négatif. Donc là, nous, notre rôle, c'est de vous dire ça aussi et de faire un bilan du parcellaire. Est-ce que vous avez des parcelles de plus ou moins bon potentiel? Est-ce que vous avez des parcelles irriguées ou pas, des parcelles drainées? Est-ce qu'il y a une zone de votre parcellaire où ça semble pertinent ou pas? Ça nous arrive de dire à certains projets dans des phases de prédiagnostic, pour telle et telle raison, on vous conseille de ne pas y aller. Dans la plupart des cas, on dit quand même, voilà, un projet, ça nous semble possible, il faudrait telle technologie sur telle activité, tels écartements minimum, et après, il faut réfléchir le projet de manière plus précise, mais ça donne au moins les grandes lignes de départ pour qu'ensuite l'agriculteur puisse aller voir potentiellement un énergéticien et lui dire, voilà, moi c'est ça mon cahier des charges, est-ce que vous êtes capable de me proposer quelque chose? D'accord. Aujourd'hui, on est trop souvent un petit peu dans l'autre sens où c'est le développeur qui vient voir l'agriculteur en lui disant « J'ai un loyer superbe à vous proposer, on peut vous proposer un projet, on va s'adapter à votre activité. » Mais en fait, l'agriculteur, il doit vraiment être moteur du projet. Il va être là pendant 40 ans, ou alors s'il est proche de la retraite, qui est son repreneur? Nous, on demande à avoir les repreneurs dans les entretiens, parce qu'en fait, c'est eux qui vont avoir la contrainte de production. Nous, on leur dit aussi qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le projet sauve leur exploitation, parce que, un, il n'est pas sûr de se faire, et deux, en général, aujourd'hui, entre le démarrage d'un projet et sa construction, il se passe, en général, minimum 6 ans. Minimum. Et encore. Donc, c'est des délais relatifs. Ça peut sembler court, mais c'est relativement long. C'est de la pression administrative, c'est du temps. Et ça, il faut l'anticiper. Et on a beaucoup de frustration aujourd'hui chez certains agriculteurs qui ne se rendaient pas compte de à quel point ça allait être prenant pour eux et de la longueur des procédures administratives. Et ça, nous, notre rôle, c'est aussi de les prévenir au départ. Il faut vous attendre à ça. Il faut mieux être honnête dès le départ, ça se passe toujours mieux. Donc il y a les contraintes de production agricole, les délais, et puis il y a la partie, oui voilà, on en parlait, concertation, prévenir ses voisins, prévenir la commune, voir comment ça peut s'insérer. Honnêtement, en général, quand les gens sont interrogés, qu'on leur montre des photomontages, qu'on leur dit, bah voilà, là on peut cacher, on peut mettre une haie où il y a votre maison, ok, on peut reculer les panneaux de 30 mètres, en général ça se passe bien. Par contre, si le voisin apprend que le projet se fait au moment du dépôt du dossier, en général, il y a des petites problématiques. Donc il y a vraiment ça. Et sur la partie bail ou contrat, ce que nous, on leur demande de faire attention, s'ils n'ont pas déjà signé, c'est qu'en fait, il faut qu'ils évitent d'engager tout leur parcellaire. Parce que s'ils ont d'autres projets, le parcellaire est engagé, ils ne peuvent rien faire. Pas de méthanisation, pas d'éolienne, rien. Donc il faut bien regarder la durée de cet engagement initial et sur quelle zone on souhaite s'engager. Parce que sinon, moi j'ai déjà eu un cas ou deux où il y a des agriculteurs qui m'ont dit en fait on voulait aussi mettre un méthaniseur ou une éolienne. Le développeur, il ne souhaite pas qu'on fasse le projet parce qu'en fait il a le droit sur les parcelles. Donc là, soit on attend,
soit on n'a pas de possibilité de faire le projet. Donc il y a aussi toute cette partie-là parcellaire, qu'est-ce que je mets en promesse de bail ou pas. Mais si vous commencez à étudier un projet, finalement, vous conseillez de ne pas le faire parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Vous êtes rémunéré comment ? Alors nous, c'est une prestation de conseil. Le conseil, il peut être positif comme négatif. Nous, notre rôle, c'est ça. On n'est pas là pour dire oui à tout. On est là pour, au contraire, dire pour telle et telle raison, on considère que ça ne marchera pas, ou oui, on considère que c'est possible, mais il y a attention, telle et telle limite à respecter. Nous, c'est ça notre rôle d'expert indépendant, c'est de donner ce conseil. Et en général, on le donne pour de bonnes raisons. Et puis aujourd'hui, quand même, si c'est un développeur qui nous paye pour ses prédiagnostics, il a tout intérêt à le faire si on lui déconseille pour beaucoup de raisons. En fait, derrière, lui, il engage des études environnementales, agronomiques pour des montants de 150 000, 200 000 euros. Et encore, ça dépend des projets. Des fois, il vaut mieux ne pas s'entêter, entre guillemets, et aller chercher un autre parcellaire ailleurs, plutôt que de mettre 2 ans à développer un projet où on sait dès le départ qu'en fait, les chances que ça passe sont de 0%, on va dire. Mais... Donc je comprends que vous avez des compétences en économie, en agronomie, mais aussi en droit, en juridique, ou est-ce que vous travaillez parfois avec Monsieur L'Horizon ou certains de ses confrères ? Alors, nous, on a déjà eu des entretiens avec certains de ses confrères et on suit les sujets. On ne donne pas de conseils juridiques. Quand on discute avec eux, on leur donne un peu les bases d'échange, ce que nous, on a en tête dans ce qui existe en termes de contrat et ce à quoi il faut faire attention parce qu'on a eu des cas d'études. Et par contre, après, on leur dit d'aller voir leur notaire ou un avocat ou une personne spécialisée pour donner le conseil. Ça, toute la partie bail, c'est à voir en détail avec un professionnel. Nous, on leur donne juste les points d'attention parce qu'on sait ce sur quoi il y a déjà eu des problèmes. Une dernière question peut-être à vous tous, parce qu'on va tout à l'heure migrer vers le Café des Agris. On aura quelques témoignages d'agriculteurs et aussi des énergéticiens. Les énergéticiens, il y en a plein. Comment choisir ces énergéticiens ? Et puis en plus, M. Dauger dit, quelquefois, ils sont achetés ou revendus. Où c'est monsieur Colson qui disait, où c'est M. Dauger ? Ils ne sont pas là pour tout le temps, ils sont fort achetés. Finalement, c'est un maquis, les énergéticiens. C'est simple à choisir ? Alors moi, je vais peut-être répondre avec ma casquette de bureau d'études. Donc nous, personnellement, par exemple, on travaille avec maintenant plus d'une 60aine de développeurs quand même à l'échelle française. Donc ça fait beaucoup d'acteurs. L'agriculteur, lui, ce qu'il peut vérifier, c'est déjà depuis quand la société elle a été créée, c'est quoi sa solidité financière, son capital social, et c'est quoi ses actionnaires si jamais il n'est pas indépendant. On a des actionnaires, on a des entreprises, on sait qu'elles ont une solidité financière parce qu'elles ont d'autres activités par ailleurs, où il y en a d'autres, quand on vérifie les fonds, en fait, c'est des entreprises d'État ou financées par un État, pas forcément français d'ailleurs. Il y a des fonds souverains d'autres pays qui financent des filiales d'énergéticiens dans le cadre de la consolidation financière de leur pays. Donc, en fait, il y a quand même des critères qu'on peut regarder pour vérifier la solidité financière de l'entreprise. Ça ne garantit pas tout, mais c'est quand même une protection. Et après, oui, il y a une multitude d'acteurs et c'est sûr que potentiellement, ils vont peut-être changer dans le temps. Malheureusement, on n'est pas devin. Mais en tout cas, il faut une relation de confiance, que ce soit clair dans les contrats. Si vous avez un interlocuteur qui change 3 fois en 6 mois, ça ne vous met pas en confiance non plus. Mais effectivement, il y a beaucoup de changements dans les développeurs et beaucoup qui se sont lancés sur le marché qui n'étaient pas là il y a 1 ou 2 ans. Oui, Monsieur L'Horizon. Oui, non, juste préciser qu'effectivement, on peut y avoir, on part sur des longues durées, on est sur des bouts amphithéotiques, c'est-à-dire minimum 18 ans. Les projets d'agrivoltaïsme vont partir sur 30 à 40 ans pour la plupart d'entre eux. Évidemment, on ne peut avoir aucune certitude, et même pour une entreprise très, très structurée, très organisée, avec de très bons actionnaires aujourd'hui, quelle sera sa stratégie à horizon 15 ans, 20 ans, 25 ans, personne n'a la possibilité de garantir. Les seuls qui peuvent garantir la façon dont tout cela va se dérouler, ce sont les rédacteurs du contrat. Donc sans vouloir faire de la pub pour les notaires, c'est notre rôle à nous d'assurer un cadre juridique qu'on peut garantir, parce que c'est l'engagement des parties. Un contrat de bail amphithéotique, c'est un contrat qui est certes cessible, qui va pouvoir être repris par le successeur dans l'activité, qui sera soumis rigoureusement aux mêmes obligations que celles qui avaient été souscrites initialement. Donc là, vous avez parfaitement raison, c'est la qualité de la négociation initiale du contrat qui est fondamentale. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qui prend du temps aujourd'hui
à caler juridiquement, parce que vous avez raison, l'essentiel de la législation est en place. Quand je disais qu'il restait des zones un petit peu nébuleuses, c'est dans la partie contractualisation et partage de la valeur, où on n'a pas la finalisation. Mais cette partie, elle est tout à fait fondamentale, parce que c'est celle qui va qualifier le contrat et l'installer dans la durée, et qui va permettre à ce projet de bien fonctionner dans le temps. Donc c'est là où effectivement le modèle qui sera choisi, il est vraiment stratégique pour l'avenir du projet.